Bonjour à tous, bienvenue. Donc je suis là pour vous présenter, vous détailler ce que c'est que le génie des procédés. Donc je vais m'appuyer sur la présentation qui est juste là. Et donc l'idée, c'est d'extrapoler des notions de la paillasse ou du laboratoire, donc ce qu'on fait dans des petits béchers, vers une usine. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer, mais n'hésitez pas à poser des questions. Enfin, voilà, c'est pas une présentation c'est une présentation importante, mais le cadre est souple. Donc, si on commence, qu'est-ce que c'est que le génie? Le génie, bon alors un génie, voilà, on dit quelqu'un c'est un génie, mais le génie c'est au sens ingénierie. Donc c'est une activité inventive du petit Robert. Et puis si on va un petit peu plus loin, le petit Larousse il dit c'est des connaissances. Donc voilà, on a besoin de connaissances quand on forme des ingénieurs. Et puis des compétences, c'est comment utiliser ces connaissances pour résoudre des problèmes. Et les problèmes qu'on a, c'est de la conception de procédés, la mise en œuvre, l'application de ces procédés, puis c'est des dispositifs, c'est des machines qui vont concerner un domaine particulier. Ici, ça va être le génie chimique. Et donc, ce qu'on connaît bien dans la culture, c'est le génie civil. Par exemple, le génie civil, c'est ceux qui font les ponts, les bâtiments. Et le génie des procédés, on fait des procédés. Alors, si on détaille un petit peu, justement, on parle des fois de génie chimique et de génie des procédés. La distinction n'est pas super importante, mais le génie chimique, c'est des connaissances et compétences pour la conception, la mise en œuvre d'une usine chimique. C'est normal. Et puis, si on élargit un petit peu, on va avoir du génie des procédés. Et des procédés, c'est à peu près la même chose, mais c'est pas que chimique. Donc, c'est des méthodes et des concepts appliqués à tout ce qui est transformation de la matière, transformation de l'énergie, autre que chimique. Mais ça inclut aussi la chimie. Donc ça va être de la pharma, ça va être de l'agroalimentaire, de la métallurgie, de la cosmétique, du traitement des eaux, du traitement des effluents gazeux. Vous voyez, ça couvre un large domaine de transformation de la matière et de l'énergie. Et donc on parle souvent de génie chimique, de génie des procédés. La distinction n'est pas très très importante, mais voilà, le génie chimique, ça concerne que des réactions chimiques. Et le génie des procédés, c'est tout ce qui se transforme. Et puis, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai mis sur la flèche, donc vous avez la flèche qui va de gauche à droite, de bas en haut, qui décrit les augmentations de taille. Donc, tout en bas, ici, on a les atomes. Donc là, c'est ce qui se passe au niveau de l'atome. Puis après, il y a des molécules, il y a des assemblages de molécules, il y a des particules. On va retrouver des systèmes multiphasiques, avec déjà des choses un peu plus grosses, vous voyez, des bulles dans un autre système. On va retrouver une opération unitaire. Donc ici, c'est un réacteur. Puis après, on va mettre ça en œuvre, on va avoir un procédé. Et le procédé va être des fois dans un site industriel, dans une entreprise, et puis on peut aller jusqu'à l'échelle du territoire. Alors qu'est-ce qu'on couvre en génie des procédés? On couvre pas tout, mais presque tout. Voilà. Le bas, c'est vraiment de la chimie. La chimie, ça vous connaissez tous. Donc on est vraiment au niveau plutôt du laboratoire, de la paillasse, des petits volumes. Tout en haut, c'est ce qu'on appelle le génie industriel. Comment je vais organiser les flux? Par exemple, des fois, vous avez entendu parler, les déchets d'une usine peuvent devenir les matières premières d'une autre usine. Et puis, on va s'intéresser, est-ce que c'est important de les transporter, combien ça coûte, ou ainsi de suite. Donc ça, c'est du génie industriel. Et puis, le génie des procédés, il est au milieu. Et donc, on va voir comment transposer une opération à petite taille vers une plus grande taille, et puis bien évidemment avec des impératifs de production, des impératifs de pureté, de rendement et d'environnement aussi. Donc voilà à peu près le génie des procédés. En termes d'échelle, vous voyez, on va retrouver quelques litres, quelques kilos. Ça, c'est au niveau du pilote. Ce qu'on appelle le pilote, c'est ce qu'on fait dans les étapes de recherche et développement. Et puis au niveau de l'usine, vous voyez, c'est des choses plus grosses. Alors l'image est petite, mais bien évidemment, c'est des tonnes, c'est des kilotonnes, c'est des réacteurs qui font plusieurs mètres cubes, c'est des colonnes à distiller qui font plusieurs dizaines de mètres, et ainsi de suite. Donc c'est des grosses installations. Et donc on apprend à passer d'un quelque chose au niveau labo vers une grosse installation. Donc en quelques mots, c'est une science. Alors on a remis une définition un peu plus large. C'est une science des processus chimiques, physiques, biologiques, énergétiques et les couplages. Les couplages, c'est-à-dire que quand vous avez une transformation chimique, souvent il y a une transformation de chaleur ou d'énergie, c'est-à-dire que la température elle change, et puis la matière change des fois d'état physique, et donc on ne peut pas analyser les uns séparément des autres. Donc tout est couplé, et puis on apprend à résoudre ceci. Donc voilà, on a quelques mots d'application. Là, vous voyez, j'ai un nuage de mots. Donc voilà les domaines que ça touche. Donc on va retrouver bien évidemment l'industrie, mais il y a de l'environnement, il y a de l'énergie, il y a de l'agroalimentaire. Vous voyez, il y a du recyclage, il y a de la durabilité, il y a du verre, il y a de la cosmétologie. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis, si on applique un petit peu plus, on va retrouver différents domaines d'application, de l'énergie, du médicament, bien évidemment, la fabrication des métaux. On a le recyclage en haut, on a l'eau, le traitement de l'eau, bien évidemment, c'est du génie des procédés, la fabrication des peintures. On a de l'agroalimentaire, on a des parfums, on a de la cosméto. Voilà, donc il y a différents domaines d'application.
Et voilà à peu près. Donc si on prend quelques exemples, on peut s'intéresser à une opération unitaire. Une opération unitaire de base, peut-être que vous la connaissez déjà, celle-ci, c'est comment je dissous du sucre dans du café. Vous avez déjà peut-être, alors bon, je vous conseille de prendre un café sans sucre, c'est meilleur, mais si on dissout du sucre dans du café, comment on le dissout? Donc si on attend, le sucre il va rester au fond. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait? On touille, on agite. Et donc ça, c'est du génie des procédés, on va accélérer les transferts de matière. On part d'un état initial, le sucre au début il est solide, ensuite on veut qu'il soit solubilisé. Quelle est la vitesse de transformation du solide vers le liquide? Ça on peut le quantifier. Et puis, comment est-ce qu'on peut accélérer ces transferts en touillant? Alors, vous me direz, quand on prend un café, c'est pas très grave si on met trop d'énergie à touiller. Mais sur une grosse usine industrielle, si on touille trop longtemps, on perd de l'énergie, on perd du temps, ça sert à rien. Par contre, si on touille pas assez, au final, notre sucre il n'est pas solubilisé et le produit n'est pas conforme. Et donc nous, ce qu'on va apprendre, c'est à quelle vitesse le sucre se dissout, et puis combien de temps il faut agiter, et qu'est-ce qui se passe. Donc il y a de la cinétique de dissolution du sucre. Il y a de la thermodynamique, combien de sucre je peux dissoudre, vous avez peut-être déjà essayé, mais au bout de 3-4 sucres dans le café, il ne se dissout plus, parce que le café il est saturé en sucre. Donc je ne peux pas en mettre plus qu'une certaine quantité. Et puis à quelle vitesse ça va? Et donc on a des notions de thermodynamique, les équilibres, le transfert de matière, et puis des transferts de quantité de mouvement, de transfert d'énergie et du transfert de chaleur aussi. Donc voilà, et c'est ça ces notions de couplage. Donc comme ça on peut optimiser la dissolution du sucre dans le café. Alors c'est un exemple de la vie courante, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on optimise, mais d'un point de vue industriel, on va optimiser cette opération. Puis après, une fois qu'on a optimisé une opération, on va mettre plein d'opérations ensemble. Alors j'ai pris l'exemple de l'aspirine. Pareil, l'aspirine, vous le connaissez. On part d'acide salicylique, on met de l'anhydride acétique, et puis on obtient de l'aspirine. C'est celui qui est à droite. Puis il y a un sous-produit, c'est l'acide acétique. Et donc comment ça marche? C'est un procédé. Vous voyez, le procédé, il est un petit peu complexe. Donc on fait d'abord une réaction de synthèse. Donc on fait réagir les deux premiers ensemble. On a de l'aspirine en solution. On va filtrer, parce que l'aspirine, elle va être solide. Où on va enlever des produits, on va cristalliser. Donc cristalliser, c'est pour obtenir les cristaux. Donc pour ça, on va refroidir. Donc, au début, là, on chauffe, on filtre, on refroidit. À quelle vitesse je refroidis? Et selon la vitesse de refroidissement, je vais avoir des cristaux d'aspirine plus ou moins gros. Vous imaginez bien qu'un cristal d'aspirine gros comme ça va être dur à avaler. S'il est trop petit, il va se dissoudre dans l'œsophage, et l'aspirine, il faut qu'elle se dissolve dans l'estomac. Donc voilà, on va contrôler la granulométrie des cristaux en contrôlant le procédé. Et puis ensuite, on va séparer, on va sécher. Donc sécher, c'est pas très compliqué, on met de l'énergie. Mais d'un point de vue industriel, si je mets trop d'énergie, mon produit il sera bien sec, mais ça sert à rien de le sursécher. Ça coûte cher aussi. Qu'est-ce que je fais des flux de chaleur? Mon air qui a servi à sécher l'aspirine, il est chaud. Est-ce que je l'envoie directement dans l'atmosphère? Est-ce que je le réutilise sur une autre partie de l'usine? Puis vous voyez, on a des sous-produits. Donc des sous-produits, c'est des réactifs en excès qu'on va distiller. On va de nouveau refroidir, on va redistiller, on va recycler une certaine partie, et puis on va après les refroidir pour avoir un autre produit. Donc tout ça, on apprend à dimensionner ces installations, ces différentes installations, pour s'assurer que le produit il était conforme. Je veux de la bonne aspirine au bout, quand je prends mon aspirine, je ne veux plus avoir mal à la tête. Et puis, je veux que ces installations elles soient efficaces et qu'elles ne consomment pas trop d'énergie. Donc voilà, c'est ça le génie des procédés. On s'intéresse à des opérations séparément, on les optimise, puis après on optimise l'ensemble des séparations. Avec des objectifs de production. Donc vous voyez, c'est écrit tout petit, mais il y a un mélange de physique et de chimie. Voilà à peu près un autre exemple de génie des procédés. Donc ensuite, on a quelques exemples assez récents qui montrent vraiment l'intérêt du génie des procédés. On était parti sur la synthèse de l'ibuprofène. Vous connaissez peut-être aussi l'ibuprofène. Avant, jusque dans les années 60, on avait un procédé en 5 intermédiaires, 12 constituants. Et puis la recherche fondamentale a montré qu'il était possible de produire le même produit avec seulement 7 constituants, 2 intermédiaires et beaucoup moins de déchets. Et donc on a pu, comme ceci, optimiser un procédé. On a minimisé l'utilisation des ressources et la production de déchets. Voilà, donc grosso modo, le génie des procédés, c'est la science de monter en échelle. Alors, le petit exemple là, ce qu'on prend toujours pareil pour le grand public, imaginez vous faites des pâtes, vous savez tous faire des pâtes, on fait des pâtes pour 4 personnes, ça c'est pas très compliqué, vous prenez une casserole, vous faites bouillir, en général on met un couvercle, ça prend moins d'énergie, et puis après on sert les pâtes. Si vous avez 6 personnes, on prend une casserole un peu plus grosse, puis quand vous avez 50 personnes, c'est peut-être plus compliqué. Est-ce que je prends 50 casseroles, ou même ne serait-ce que 10 casseroles, mais ça va être compliqué à gérer 10 casseroles, est-ce que je prends une casserole plus grosse?
comment je mets les pâtes dedans, qu'est-ce que je fais de l'eau à la fin, parce que l'eau, pareil, elle est chaude. Est-ce que je la mets dans la rivière, mais ça va aller réchauffer l'environnement, c'est pas très bon. Est-ce que je peux récupérer cette énergie? Comment je vais filtrer mes pâtes? Parce qu'on passe plus dans la passoire des pâtes pour 50 personnes ou ainsi de suite. Et donc, on va apprendre à monter en échelle et à savoir comment extrapoler un réacteur d'une petite taille vers une plus grande taille. Et donc on parle de réacteur, voilà, alors avant vous avez toujours l'image du réacteur, celui-ci vous le connaissez tous, c'est panoramique, c'était de la réaction chimique aussi, il faisait aussi du génie des procédés, et puis maintenant vous voyez on a des choses un petit peu plus modernes, donc ça c'est un petit réacteur de labo, puis ça on voit pas trop mais c'est des réacteurs industriels, c'est des gros réacteurs, et vous voyez ils traversent le plancher, en fait ils sont en hauteur d'homme pour que les opérateurs puissent venir agir sur le réacteur, et puis en dessous on va le vider à l'étage en dessous. Et puis on a des réacteurs continus, donc des réacteurs continus, vous voyez c'est comme un gros tube, puis dedans souvent il y a du catalyseur. Donc voilà, on va séparer aussi. Donc pour séparer, on a différents outils pour séparer. Et puis on a inventé plein de ce qu'on appelle du garnissage dans les colonnes à distiller pour favoriser le contact entre le gaz et le liquide. Donc vous voyez, il y a des formes un peu originales qui viennent aussi de la recherche et qui permettent d'améliorer ces transferts ou ces séparations. On en a même certains qui sont faits par fabrication 3D, par fabrication additive. Voilà à peu près. Alors ensuite, donc en conclusion sur cette première partie, concevoir, c'est bien évidemment on contrôle le procédé pour la qualité des produits, pour la sécurité des personnes, pour la sûreté du procédé aussi. On a des notions d'éco-conception, c'est-à-dire qu'on va concevoir le procédé pour avoir un gain économique, bien évidemment. Si je veux optimiser, si je veux vendre de l'aspirine, je veux faire un gain, mais je veux aussi pas polluer, pas abîmer l'environnement. Et puis, on va essayer d'optimiser, on parle de le mot c'est intensifier la production pour avoir des gains de productivité, mais aussi des économies d'énergie et pas d'atteinte à l'environnement. Et donc, il y a des notions d'optimisation. Et puis, de plus en plus, on essaie d'assurer la circularité, c'est-à-dire que on recycle tous les déchets pour s'assurer que l'empreinte environnementale de nos procédés est la plus faible possible. Le génie des procédés, c'est une science qui date de bientôt une centaine d'années, mais qui est toujours en évolution. Et maintenant, bien évidemment, le génie des procédés, on a besoin d'ingénieurs qui vont répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale. Vous êtes peut-être un petit peu au courant quand même, la planète se réchauffe et il faut utiliser autrement les ressources issues du sol. Et donc, on a quelques exemples assez récents de partenaires industriels qui ont amélioré des procédés en répondant, bien évidemment, aux objectifs de transition. Et donc, par exemple, ici, c'est Sequence, qui est un fabricant d'intermédiaires chimiques, qui a innové sur un procédé de production d'acétate d'isopropyl. C'est de la distillation réactive, donc on fait la réaction et la distillation en même temps, avec une catalyse hétérogène. Et vous voyez, il n'y a quasi pas de rejet gazeux, on fait des économies d'énergie et on a un produit ultra pur. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment amélioré ce procédé. Il y a d'autres procédés, il y a l'air liquide qui a fait un procédé aussi pour fabriquer de l'hydrogène. Vous avez déjà entendu parler de l'hydrogène, on en a de plus en plus besoin. C'est un des procédés de fabrication d'hydrogène, c'est à partir du reformage de méthane. Et là, c'est un procédé intensifié. Donc vous voyez le petit réacteur, là on met plein de catalyseurs dans le petit réacteur, le méthane va là-dedans. Et on arrive à améliorer les transferts et à obtenir des très bons rendements. Et puis quasiment pas de CO2 qui sort de ce petit réacteur qu'on appelle intensifié. Donc c'est mieux pour la planète et ça permet d'avoir de l'hydrogène. Un autre exemple dans l'environnement, c'est la méthanisation. Vous avez déjà peut-être entendu parler des méthanisations. On fait des méthanisations, c'est-à-dire qu'on récupère des sous-produits d'une installation agricole et puis on fait du gaz, on fait du biogaz et puis ces déchets, on peut les valoriser aussi. Et donc, les déchets, ils vont dans les champs, ça permet d'enrichir les champs. Et puis le biogaz, bien évidemment, on peut l'utiliser pour chez vous, pour faire cuire les pâtes dont on parlait tout à l'heure, par exemple. Et donc, ça permet aussi de réduire les émissions de CO2. Un autre exemple sur le traitement de l'eau. C'est Polymème avec des membranes spécifiques, c'est des membranes assez originales. On a pu avoir une ultrafiltration et un traitement assez spécifique de l'eau. Et donc, on a des perméabilités, ça veut dire que les liquides passent assez bien à travers la membrane. Et la sélectivité, ça veut dire qu'on a des bonnes sélectivités. On laisse passer l'eau et on enlève tous les autres déchets. Et donc, ça permet d'avoir de l'eau traitée à moindre coût, à moindre empreinte environnementale. Donc, c'est aussi un des exemples du génie des procédés. J'en ai un dernier, sur l'économie circulaire. Vous avez beaucoup entendu parler de l'économie circulaire. Ça, c'est Solvay. Ils ont utilisé des déchets textiles complexes, des plastiques ou ainsi de suite. Et puis, on arrive de façon continue à les recycler
avec des techniques de séparation pour produire de l'énergie et en consommant beaucoup moins d'eau. Donc voilà, on transforme des déchets d'airbag en plastique recyclé de haute qualité. Donc voilà des exemples différents de procédés assez récents qui permettent d'illustrer les concepts du génie des procédés et puis dans le cadre de la transition. Si, j'en avais encore un dernier, c'est sur un anticancéreux. Donc un anticancéreux, c'est des faibles tonnages. 10 kg par heure, c'est pas beaucoup. Mais bon, ça tombe, parce qu'il n'y a pas trop de monde qui a besoin d'anticancéreux. C'est des produits assez complexes à faire. Et donc là, ça a été fait avec un réacteur innovant qui est en carbure de silicium, qui ressemble à ça. Et donc c'est une plaque comme ça, puis on met plein de plaques les unes autour des autres, et le milieu réactif il se balade comme ça dans les petits sillons, je ne sais pas si vous les voyez bien, et ça permet encore une fois de bien maîtriser la réaction, les conditions de la réaction chimique, et donc ça se fait en continu, et on a des produits qui sont de très bonne qualité, et puis bien évidemment c'est assez compact, c'est mieux, et ça permet d'avoir moins d'impact environnemental, et ça permet de fabriquer des produits dont on a besoin aussi pour se soigner. Voilà à peu près pour ces exemples. Donc vous êtes là, vous êtes jeune, je vais vous parler un petit peu des formations, comment on devient ingénieur de génie des procédés. Eh ben, vous êtes sur la bonne voie, il faut continuer à travailler. Donc, je ne sais pas s'il est assez grand, si vous voyez tous bien, mais je pars du bac. Je suis parti du bac, donc vous avez un bac scientifique d'une façon générale. Et puis, grosso modo, en France, vous avez les formations plutôt ingénieurs ou des formations plutôt universitaires. Les deux conduisent à un niveau bac plus 5, donc vous voyez, j'ai les niveaux sur la gauche. Et donc, il y a plusieurs façons. Vous pouvez faire des licences à l'université, puis ensuite un master. Vous avez un diplôme de master et un niveau M2, un bac plus 5, qui vous permettent d'exercer des fonctions d'ingénieur. Et puis, dans les écoles d'ingénieurs, il y a deux grands types. Il y a des écoles d'ingénieurs avec des prépas intégrés. Donc là, vous rentrez dans l'école juste après le bac, via Parcoursup, et puis vous êtes en 5 ans dans l'école, ou bien vous faites ce qu'on appelle des classes préparatoires aux grandes écoles, donc les CPGE, Mathsup, Mathsp. Il y a aussi des cycles préparatoires communs. Nous, on en a un pour toutes les écoles de chimie et de génie chimique. Vous pouvez aussi passer par un DUT ou un BTS, plutôt un DUT. Et dans ce cas-là, c'est des admissions sur titre, c'est-à-dire que vous faites un BTS ou un DUT, vous faites un dossier, puis vous rentrez dans les écoles d'ingénieurs. Et autrement, là, c'est des concours. Donc, il y a plein de façons d'avoir ce niveau bac plus 5 qui permet d'exercer des fonctions assez variées dans l'industrie. Et puis, si on se focalise un petit peu sur le génie des procédés, sur le génie des procédés. Donc il y a des bacs pro bio-industrie transformation et des bacs pro procédés de la chimie, de l'eau et des papiers cartons avec différents établissements en France. Ceux-ci, je les connais moins, donc voilà, je sais que ça existe. Mais de toute façon, vous êtes en première STL, c'est ça, et vous n'êtes pas parti sur des bacs pro. Donc voilà. Autrement, ensuite, il y a des BTS. Donc des BTS, a priori, il y a 4 filières sur les métiers de l'eau, les métiers de la chimie, le contrôle industriel et la régulation, qu'on appelle CIRA, et puis le pilotage de procédés. Donc ça, c'est différents BTS en 2 ans qui vous permettent d'avoir un niveau de technicien supérieur. Avec ça, avec un niveau de technicien supérieur, on peut aller travailler dans l'industrie et on va plus être sur le contrôle des procédés. On va mettre en œuvre des procédés, on va s'assurer qu'ils marchent bien, on va mettre en place du suivi, du contrôle de l'analytique ou ainsi de suite. On peut aussi faire un BUT. Donc les BUT, génie chimique, génie des procédés, maintenant c'est au niveau bac plus 3. Il y a 3 parcours, conception des procédés, contrôle, pilotage, optimisation, contrôle, qualité, environnement et sécurité des procédés. Donc c'est des programmes nationaux avec des compétences qui sont liées à la production, au dimensionnement, au contrôle qualité. Et puis, je crois que j'ai un petit truc, voilà, des BUT génie chimique, il y en a une 12aine en France et ils sont là. Donc il y en a un pas très loin de Paris, il y en a à Toulouse, il y en a à Nancy, il y en a à Marseille, il y en a à Lyon, enfin voilà. Et puis ça se trouve assez facilement sur le net. Si vous tapez iut.fr, vous allez trouver tous les BUT de génie des procédés. Et puis pareil, après un BUT, vous pouvez vous arrêter, vous dire c'est bien. Et puis on trouve énormément de boulot. Et puis vous pouvez choisir aussi de continuer. Donc après le BUT, on peut aller en master pour avoir un niveau bac plus 5. Donc là, ça va être plus sur la conception. Et donc il y a une dizaine de formations de master en procédés et bioprocédés en France. Et puis, si vraiment vous avez envie de continuer, vous pouvez faire un doctorat. Un doctorat, là, c'est une thèse pendant 3 ans, thèse de recherche pendant 3 ans sur un procédé spécifique. Par exemple, les exemples que j'ai montrés tout à l'heure, souvent, c'est issu de travaux de doctorants. Et puis, qu'est-ce que j'ai aussi ? Il y a les écoles d'ingénieurs. Donc, les écoles d'ingénieurs, c'est des formations à bac plus 5. En génie des procédés, on a des formations intégrées, c'est les CPI de la Fédération Gay-Lussac.
peut-être ça va être rementionné, il y a un stand de la Fédération Gay-Lussac. Donc il y a des prépas intégrés, et on peut rentrer que dans des écoles de chimie ou de génie chimique, ou de génie des procédés, de la Fédération Gay-Lussac, qui regroupe les 20 écoles de chimie et de génie chimique en France. Ou bien on fait des classes préparatoires classiques aux grandes écoles, donc les CPGE qu'il y a partout. Maths Sup, Maths P, on passe les concours, et on va dans une école d'ingénieurs. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de formations qui incluent un petit peu de génie des procédés, beaucoup de formations de chimie qui ont un petit peu de génie des procédés, puis des formations où il y a beaucoup de génie des procédés et un petit peu de chimie. Et donc là, il y en a 11 formations qui sont vraiment en génie des procédés, c'est celles qui sont en rouge sur la carte. Donc moi, je viens de Nancy, on a des collègues dans la salle qui viennent de Toulouse, il y en a à Lyon, il y en a à Grenoble, il y en a à Nantes, il y en a à Pau, il y en a à Compiègne et il y en a à Paris. Voilà à peu près. Et puis de la même façon, une fois qu'on a un diplôme d'ingénieur, la plupart des gens qui ont un diplôme d'ingénieur vont travailler dans l'industrie. En termes de salaire, si on parle un peu de salaire, pour l'instant, c'est des gens qui ont des salaires à 40 000 euros en moyenne, brut par an. Alors c'est du brut, donc vous retirez un quart, ça fait 30 000 euros net par an, et si on divise par 12, ça fait 2500. 2500 euros net par mois, c'est en démarrage de carrière. Après, ça peut évoluer, rarement à la baisse. Et puis, des salaires, le salaire à Paris, c'est pas le même que le salaire à Nancy, parce que le coût de la vie n'est pas le même. On a aussi des jeunes diplômés qui vont à l'étranger. Moi, je suis dans cette école-là, j'ai des diplômés qui vont partout à l'étranger. En Suisse, ils ont des super salaires, mais au final, quand on regarde le reste à vivre, c'est comme quelqu'un qui touche un salaire identique, un salaire correct en France, quoi. Donc bref, on a des bons salaires, on a des bonnes carrières. Pour être ingénieur, il faut parler anglais nécessairement. Maintenant, ça devient une nécessité parce que vous allez travailler sur des projets internationaux. Et donc, il arrive souvent qu'on collabore avec des gens qui sont de nationalité étrangère. Et l'anglais, c'est vraiment la langue de communication qui a été adoptée partout. Donc voilà à peu près. En guise de conclusion, je ne sais pas si je suis trop long, le génie des procédés, il y en a partout sur le territoire. On augmente le nombre de diplômés et il y a besoin de diplômés. C'est-à-dire que les industriels continuent à nous dire on a besoin de gens de génie des procédés pour faire évoluer les procédés justement vers moins de pollution, vers plus de rendement, vers moins d'empreinte environnementale. Donc on a une augmentation du nombre de formations qui inclut du génie des procédés, mais je vous conseille d'aller vraiment dans une formation qui fait du vrai génie des procédés, bien évidemment. Et puis une diversification des domaines d'application parce que c'est ce qu'on disait, il faut transformer de l'industrie chimique, parfois vieillissante, pour répondre aux impératifs de la transition environnementale et énergétique. Donc il y a plein d'emplois à pourvoir. Actuellement là, on est dans des écoles, on est dans des écoles d'ingénieurs, nos élèves se placent avant même d'avoir le diplôme. Ils ont du boulot. Et les industriels nous disent, il y a du boulot pour encore 30 ans. Donc d'ici 30 ans, je pense que vous serez sur le marché de l'emploi, je vous le souhaite. Donc voilà, c'est un domaine qui recrute et dans lequel il y a du boulot. Et donc voilà, je vous rappelle, on a parlé de changement d'échelle avec des objets technologiques concrets qui sont nécessairement complexes. C'est une discipline qui intègre, donc ça se base sur de la physique, sur de la chimie, il y a des maths bien évidemment, il y a de l'informatique, je vous ai parlé un petit peu d'anglais, ces notions de couplage. On a besoin de vous pour faire les usines du futur dans les futures années. Et puis ça s'intéresse aux aspects de transition, on parle d'éco-conception, d'économie circulaire de plus en plus, de réindustrialisation de la France. Donc on a besoin de futurs diplômés. Donc en conclusion, si vous aimez la chimie, la physique, et un petit peu de maths, et un petit peu d'info, et un petit peu d'anglais, le génie des procédés est fait pour vous. Et puis en guise de joke, il y a une revue qui s'appelle The Chemical Engineers, et voilà la première page d'une des dernières éditions de cette revue. Bref, il y a besoin d'ingénieurs de génie des procédés, et on va contribuer à sauver la planète. Donc voilà, merci pour votre attention. S'il y a des questions, n'hésitez pas.